Il voulait 12 pages d'excuses, 12 pages d'humiliation, un effacement propre et silencieux. Mais à 2 heures du matin, Ibrahim Traoré a déchiré le script et remplacé la honte par une étincelle collective dans un pays encore couvert de poussière mais saturé d'espoir. Et si ce geste n'était pas seulement celui d'un homme, mais le signal d'un continent qui refuse désormais de s'agenouiller et de demander la permission d'exister. Car lorsque la dignité prend la parole, l'histoire cesse d'obéir et commence à se réécrire à haute voix, au vu et au su de ceux qui l'avaient voulu muette. Ce n'était pas seulement un discours, mais une promesse silencieuse que le monde finirait par entendre. Ibrahim Traoré, en défiant l'ordre établi, portait plus qu'un uniforme. Il incarnait la possibilité d'un réveil africain. Le bénéfice de son geste se mesurait en 10 mots. Rendre la fierté à ceux qu'on avait appris à taire. Mais cette fierté avait un prix. Le risque d'isolement, de sanction, d'être caricaturé par ceux qui craignent la vérité nue. Chaque mot prononcé à l'ONU serait un fil tendu entre courage et ruine, entre la mémoire coloniale et l'avenir à inventer. Sous la surface diplomatique, un continent entier retenait son souffle. Les rues de Ouagadougou vibraient d'attente. Les marchés, les écoles, les mosquées murmuraient le même refrain. Cette fois, nous ne courberons pas les chines. La caméra mondiale était braquée sur un pays minuscule, mais le cœur battait au rythme d'1 milliard de poitrines. Ce n'était plus une affaire d'État, mais une affaire d'âme. La révélation n'est pas venue des discours officiels, mais d'un simple détail. Un appel téléphonique à 2 heures du matin. 20 minutes plus tard, une camionnette noire franchissait les grilles du palais de Ouagadougou, ses phares tranchant l'obscurité comme une lame. À l'intérieur, 3 hommes venus rappeler au Burkina Faso la place qu'on lui assignait dans le silence des empires. Sur la table, des dossiers s'ouvraient. Images satellites des mines d'or, prêts chinois, rapports d'agents russes, la géopolitique sous forme de menaces. Ce soir-là, Ibrahim Traoré comprit que le pouvoir moderne ne se conquiert plus par les armes, mais par les chaînes invisibles de la dette et du discours. Et pourtant, il ne céda pas. La tension se mesurait non en voix, mais en regard, et dans celui de Traoré brillait la fatigue des siècles. Quand l'ambassadeur américain prononça « Nous savons tout », ce n'était pas une information, c'était une épreuve de peur. Le jeune président resta immobile, tapotant du doigt sur le vieux bureau de Thomas Sankara. Un geste minuscule, mais lourd d'histoire. L'ironie, ce moment où l'Occident croyait dicter la suite du script, alors qu'il assistait à son renversement. En moins de 24 heures, la rumeur d'un discours adouci circulait déjà dans les rédactions de CNN et de la BBC, salué comme un progrès diplomatique. Mais à Ouagadougou, dans les ruelles étroites, la foule savait que quelque chose d'autre se préparait, un acte de parole sans filtre. La mini-Riville était là. Le continent n'attendait plus la permission de se dire. Le matin même, des dizaines de milliers de citoyens marchaient vers la place de la Révolution, non pour protester, mais pour écouter la vérité sans traduction. Et quand Ibrahim Traoré apparut, la poussière du Sahel sembla s'incliner. Parmi cette foule en fusion, les visages racontaient mieux que les discours ce qui était en train de naître. Un vieux paysan, en sandales usées, murmurait à son petit. « Fils, regarde bien, c'est l'histoire qui marche. » Un étudiant brandissait un drapeau cousu à la main, le tissu tremblant entre espoir et colère. Une mère, son enfant endormi sur le dos, chuchotait. « Souviens-toi de ce jour. » Chacun de ces gestes, minuscules et puissants, dessinait la carte invisible du nouveau Burkina Faso. Au centre de cette mer humaine, Ibrahim Traoré avançait sans escorte, son uniforme taché de chaleur et de poussière. Son regard n'était pas celui d'un chef d'État, mais d'un homme qui savait que la peur venait de changer de camp. Les tambours battaient le tempo de la dignité retrouvée, et même les plus sceptiques sentaient la bascule. Dans les rues, les slogans improvisés devenaient prières. Nous ne nous excuserons plus d'exister. Ce n'était plus seulement une révolte, c'était une renaissance morale. La place de la Révolution vibrait comme un chœur collectif,
chaque cri résonnant jusqu'aux collines rouges de l'horizon. À ce moment-là, les caméras occidentales, venues chercher le spectacle de la soumission, ont filmé l'inverse, la naissance d'une conscience. Et si derrière ce tumulte se cachait le véritable tournant, celui où un peuple cesse d'attendre l'autorisation d'être libre? Sous les drapeaux déchirés, un continent s'éveillait, et ses premières paroles furent des battements de tambour. En somme, quand la dignité devient contagieuse, aucune censure ne peut l'arrêter. Tout commença par un mirage diplomatique, une illusion soigneusement tissée par ceux qui pensaient encore pouvoir manier l'Afrique comme une marionnette. Dans les couloirs feutrés de Washington et de Paris, on célébrait déjà la modération de Traoré, persuadé qu'il lirait à l'ONU un texte rédigé par d'autres. Mais dans les ruelles de Ouagadougou, l'air vibrait d'un tout autre message, la rumeur d'un renversement. Le matin du discours, les rues étaient pleines avant l'aube, les visages tendus, les tambours battant à l'unisson, les yeux levés vers la tribune improvisée où Ibrahim Traoré devait apparaître. Quand il monta sur scène, un silence tomba, dense comme un orage prêt à éclater. Puis il parla, d'une voix ferme. Il pense que nous allons nous excuser. Il croit que l'Afrique demandera encore la permission de parler. Ce fut l'étincelle. Le rugissement de la foule fit trembler le sol, un grondement d'unité que même les caméras étrangères ne purent point contenir. Des femmes âgées pleuraient, des enfants riaient sans comprendre, les jeunes levaient les poings. Dans cet instant suspendu, le Burkina Faso n'était plus un pays. Il était un miroir tendu à tout un continent. Mais ce qui suivit dépassa toute attente. Cette nuit-là, alors que les tambours résonnaient encore, Traoré convoqua son équipe de sécurité. « Combien d'agents étrangers à Ouagadougou ?» demanda-t-il. « 17 confirmés, peut-être 2 fois plus, » répondit un officier. Il hocha la tête. « Bien, qu'ils croient ce qu'ils veulent. Nous leur rendrons leur jeu plus dangereux qu'ils ne l'imaginent. » Quelques heures plus tard, CNN titrait sur un changement de ton, et la BBC évoquait un progrès diplomatique. Le Monde croyait voir une reddition. En réalité, il assistait à une stratégie, car au moment même où les rédactions occidentales publiaient leurs articles, la place de la Révolution se remplissait à nouveau. Des dizaines de milliers de voix appelaient au courage, à la dignité, à la fierté. Et Traoré, dans la lumière brûlante, leva la main. « Écoutez, ils peuvent couper nos prêts, sanctionner nos rêves, mais ils ne sanctionneront jamais notre dignité. » Les chants s'élevèrent, simples et absolus. « Burkina, Afrique, liberté !» Sous les feux d'artifice rouges et or, l'histoire basculait une seconde fois. L'événement ne dura que quelques heures, mais son onde parcourut des océans. Car au petit matin, quand Ibrahim Traoré monta dans l'avion pour New York, il n'emportait pas un discours écrit, mais le poids d'un continent. Un homme contre un système, une vérité nue contre des siècles de silence. Et le monde entier, sans le savoir, s'apprêtait à écouter l'Afrique rugir. Le contraste entre les chiffres et les symboles ne pouvait pas être plus brutal. Avant le discours de New York, seulement 12% des citoyens du Burkina Faso déclaraient faire confiance à leurs institutions. 3 mois après, ce taux atteignait 67%, selon les sondages internes du ministère de la Cohésion nationale. Un bond presque irréel, qui racontait mieux que n'importe quel slogan ce que signifiait la souveraineté vécue. Dans le même temps, les exportations d'or, longtemps captées par des consortiums étrangers, furent redirigées à 48% vers des circuits africains. Chaque pourcentage représentait une victoire lente, granuleuse, arrachée au contrôle colonial déguisé en coopération. Mais plus fort encore, un chiffre stupéfia les observateurs. En moins de 6 mois, le Burkina Faso avait réduit de 35% ses importations de blé, grâce à la relance de ses systèmes d'irrigation traditionnels.
Ce n'était pas de la magie. C'était une politique du réel, une politique née d'un discours. L'économie mondiale appela cela isolement, mais sur le terrain, les paysans parlaient d'autonomie. Ibrahim Traoré lui-même le résuma dans une phrase devenue proverbiale. « Ce que vous appelez sanction, nous l'appelons semence ». Les agences internationales tentèrent d'étouffer l'impact de ces données, arguant d'un effet temporaire. Pourtant, les chiffres continuaient de grimper, et avec eux, la confiance. Les universités burkinabées enregistrèrent une hausse de 22% des inscriptions en filière technique. Les marchés locaux, autrefois saturés de produits importés, retrouvèrent leur couleur d'origine. Chaque donnée, chaque indicateur, racontait une métamorphose silencieuse. Ce n'était pas un miracle, mais un calcul. Avant et après, d'un pays sous tutelle à un pays en marche. Les analystes occidentaux, habitués aux courbes descendantes de l'Afrique, se retrouvaient face à une anomalie statistique. Une nation qui avançait sans modèle extérieur. Dans les bureaux des institutions financières, la formule « effet Traoré » devint d'abord une moquerie, puis un terme d'étude. Le FMI convoqua des réunions de crise pour évaluer les risques de contagion narrative. Mais le mot était juste. Contagion. Car chaque pourcentage gagné en Burkina Faso devenait un symbole ailleurs. Au Kenya, les jeunes diplômés parlaient déjà de modèle Ouagadougou. En Tanzanie, les journaux évoquaient le retour du courage économique. Les chiffres n'étaient plus seulement des données, mais des preuves d'un basculement moral. Le monde comptait des points, l'Afrique mesurait la dignité retrouvée. Et derrière ces indicateurs, il y avait une vérité simple. La souveraineté se chiffre, mais elle se vit avant tout. Dans les rapports, on la calcule. Dans les rues, on la respire. Les critiques ne tardèrent pas. Certains analystes occidentaux affirmèrent que le discours d'Ibrahim Traoré n'était qu'un acte de populisme soigneusement mis en scène, destiné à flatter la foule. Ils citaient la fragilité économique du Burkina Faso, les risques d'isolement, la dépendance encore partielle aux importations. Selon eux, aucune nation moderne ne pouvait survivre en rejetant les règles d'un monde globalisé. Mais leurs arguments, aussi raffinés soient-ils, oubliaient une donnée essentielle, l'épuisement d'un système à sens unique. Face à eux, les défenseurs du modèle Traoré répondaient avec des faits concrets. Ils rappelaient que les promesses d'aide avaient maintenu l'Afrique dans une spirale d'endettement perpétuel, où chaque dollar reçu valait 2 perdus. Ils montraient sans doute que les pays dits stables avaient cédé plus de 60% de leurs ressources naturelles à des intérêts étrangers, sans amélioration durable des conditions de vie. Et surtout, ils soulignaient que pour la première fois depuis des décennies, un chef d'État africain avait osé dire non sans être renversé dans les mois suivants. L'argument n'était donc pas sentimental mais pragmatique. La dignité est plus rentable que la dépendance. Même certains économistes, autrefois sceptiques, commencèrent à admettre que le risque de souveraineté n'était pas plus grand que celui de la soumission. Une équation nouvelle émergeait. Moins de tutelle, plus de cohésion. Les opposants continuaient de dire utopie. Les peuples répondaient preuve. Le stillman, dans ce débat, ne consistait pas à glorifier Traoré, mais à comprendre la solidité inattendue de sa logique. Dans un monde où l'ordre global se fissure, la parole libre redevient une arme politique mesurable. Et même ses détracteurs les plus tenaces reconnaissaient, à voix basse, que le véritable danger n'était pas l'isolement de l'Afrique, mais son éveil. Le tournant surgit d'une seule phrase, courte, tranchante. « Nous ne mendierons pas la paix, car la paix bâtit sur le silence et l'esclavage. » 8 mots, et le monde retint son souffle. À cet instant, le discours d'Ibrahim Traoré cessa d'être une protestation. Il devint une doctrine. Les diplomates occidentaux, derrière leurs plaques de nom, échangèrent des regards glacés. Ce n'était plus un chef d'État africain qui parlait, mais la voix de 4 siècles comprimée dans une minute d'audace. Dehors, à Ouagadougou, des écrans géants diffusaient l'image en direct. Chaque phrase tombait comme une gifle, chaque pause comme une détonation. Les tambours reprenaient les silences, transformant la parole en rythme collectif.
Le mythe du continent soumis venait de se fissurer en direct mondial, et dans cette brèche s'engouffra quelque chose d'incontrôlable, la certitude que la peur venait de changer de camp. À ce moment charnière, précis, électrique, marquait la moitié du récit, là où l'émotion se transforme en acte. L'homme que beaucoup prenaient pour un symbole devenait un mouvement. Le récit cessait d'être vertical, il devenait viral. Les conséquences furent immédiates, tangibles, et d'une ampleur que personne n'avait prévue. En 4 jours, l'Union européenne annonça le gel de plusieurs programmes de développement. Les chancelleries occidentales publièrent des communiqués accusant Ibrahim Traoré de provocation calculée. Mais sur le continent africain, la résonance fut inverse. Sur le plan national, au Burkina Faso, des milliers de citoyens descendirent dans les rues, non pour protester, mais pour reconstruire. Les paysans remirent en service d'anciens canaux d'irrigation. Les ingénieurs locaux relancèrent des usines abandonnées depuis des décennies. L'économie parallèle, souvent invisible aux rapports étrangers, reprit vie. Et quand les récoltes doublèrent en moins de 6 mois, le pays atteignit l'autosuffisance alimentaire pour la première fois de son histoire moderne. Sur le plan diplomatique, 12 présidents africains signèrent en 48 heures la déclaration de New York, un engagement commun à ne plus accepter d'aide conditionnelle. L'Union africaine, après des décennies d'inertie, convoqua une session d'urgence. Ce fut la première fois qu'on y parla d'indépendance morale avant d'indépendance politique. Dans les rues de Nairobi, de Lagos, d'Accra, les graffitis, plus d'excuses, apparurent comme un mot d'ordre générationnel. Quant à la diaspora, de Kingston à Port-au-Prince, la diaspora africaine se réappropria le message. Les médias caribéens diffusèrent le discours complet sous le titre « The Sound of Freedom ». En Haïti, la décision de se retirer des programmes d'ajustement structurel du FMI fut annoncée 3 semaines plus tard. D'autres nations suivirent, voyant dans le modèle Traoré un précédent moral plus qu'économique. Sur le plan culturel, dans les universités d'Europe, des conférences s'organisèrent autour d'une seule question. Qui a le droit de s'excuser au nom du monde ? À Paris, des étudiants africains brandissaient donc des pancartes. Nous ne demandons plus votre approbation pour exister. Et dans les rues de Londres, la diaspora scandait. Nous n'avons pas besoin de permission pour être libres. Cette onde culturelle transforma la colère en conscience et la fierté en mouvement. L'Occident y vit un séisme diplomatique. L'Afrique y reconnut enfin son reflet. Le monde, pour la première fois depuis longtemps, écoutait sans interrompre. Et dans ce silence planétaire, la voix d'Ibrahim Traoré continuait d'écrire ce que d'autres avaient tenté d'effacer. Les mois qui suivirent le discours dessinèrent 3 trajectoires possibles, aussi contrastées que crédibles. Dans le scénario de base, la stabilisation par la conviction. Le Burkina Faso poursuivrait son recentrage sur la production locale, tout en cherchant de nouveaux partenariats. Or, africains. Les effets seraient progressifs, mais durables. Une croissance modeste, autour de 3 à 4%, soutenue par l'agriculture et les industries légères. Le pays deviendrait un symbole de résilience prudente, un laboratoire où la souveraineté économique se teste à échelle humaine. Dans un scénario optimiste, la contagion contrôlée. Si la dynamique régionale se maintenait, avec l'appui du Niger, du Mali et du Tchad, une alliance sahélienne pourrait voir le jour, centrée sur les ressources et la sécurité collective. Cette intégration partielle permettrait de mutualiser les infrastructures, d'ouvrir des corridors commerciaux et d'attirer de nouveaux investisseurs du Sud global. Dans cette hypothèse, la croissance dépasserait 6% et le modèle Traoré deviendrait une référence continentale. Enfin, dans un scénario plus pessimiste, la riposte des puissances. Les sanctions économiques s'intensifieraient, provoquant une contraction des importations vitales et une pression sociale accrue. L'isolement diplomatique réduirait les marges de manœuvre et freinerait les réformes internes. Mais même dans ce cadre, une leçon subsisterait. La dignité n'a pas de contrepartie négociable.
Pour les observateurs, ces trois chemins n'étaient pas seulement économiques, ils étaient philosophiques. Chacun mesurait un rapport entre liberté et dépendance, courage et confort, souveraineté et sécurité. Ibrahim Traoré lui-même, interrogé par un journaliste africain, répondit simplement « Si nous échouons, qu'on se souvienne au moins que nous avons tenté d'exister debout. » Cette phrase, devenue mantra, rappela à beaucoup que l'avenir n'est pas une prédiction mais une construction. Et si la peur du risque est la dernière forme de colonisation, alors le choix du courage est déjà une victoire. Derrière les chiffres et les résolutions, il restait des visages. Un jeune mécanicien de Bobo Dioulasso, qui racontait qu'avant Traoré, il rêvait d'émigrer en Europe. Aujourd'hui, disait-il, il rêve de réparer les machines de son propre pays. Une enseignante à Ouagadougou confiait qu'elle n'avait jamais vu ses élèves écouter un discours politique sans détourner le regard. Pour la première fois, ils ont compris que leur voix compte autant que celle des autres. Ces témoignages minuscules valaient plus que les communiqués des chancelleries. Ils traduisaient une émotion devenue habitude, la dignité au quotidien. Dans les marchés, on ne parlait plus de l'aide internationale, mais de ce qu'on pouvait produire soi-même. Dans les cafés, on ne commentait plus les sanctions, mais les récoltes. Un renversement d'imaginaire, presque imperceptible, mais total. L'Afrique ne se rêvait plus spectatrice du monde. Elle se découvrait actrice. Ibrahim Traoré apparaissait alors non comme un sauveur, mais comme un déclencheur. Celui qui, en refusant de plier, rappela à chacun qu'exister est un verbe actif. Les jeunes, qui voyaient dans son audace une permission d'essayer. Les femmes, qui retrouvaient leur place au cœur de la reconstruction. Et la diaspora, qui cessait de s'excuser d'aimer deux continents à la fois. Chaque regard, chaque mot, chaque geste prolongeait la phrase originelle. Nous ne nous excuserons plus d'exister. La suite ne pouvait pas reposer sur un seul homme, mais sur une méthode. Ibrahim Traoré le répéta dans ses entretiens. La dignité doit s'administrer comme une politique publique. Ainsi ici, Guy. De cette idée naquit une feuille de route en 5 étapes simples, mais radicales. Première étape, reprendre les fondations, réhabiliter les canaux d'irrigation, rouvrir les usines dormantes, miser sur les savoir-faire locaux avant les importations. Ce fut le chantier visible, mesurable, soutenu par les communautés rurales elles-mêmes. Deuxième étape, réarmer l'éducation, intégrer dans les programmes scolaires la souveraineté, la mémoire et la fierté nationale comme compétences civiques. Les enseignants devinrent les nouveaux bâtisseurs du pays. Troisième étape, réformer les partenariats. Tout accord signé devait désormais passer un test. Est-ce que cela renforce notre autonomie? Une logique simple, mais révolutionnaire. Quatrième étape, réancrer la diaspora, créer des fonds d'investissement communautaires permettant aux Africains de l'extérieur de soutenir l'économie sans passer par les circuits étrangers. La diaspora ne donnait plus, elle co-construisait. Cinquième étape, réécrire la narration, former des médias indépendants, capables de raconter l'Afrique depuis l'Afrique. Le récit devint un outil de souveraineté à part entière. 6 mois plus tard, le pays mesurait ses premières résultats. Hausse de la production agricole, montée des exportations régionales, regain de confiance collective. La boucle se refermait, la dignité avait trouvé son mode d'emploi. Et à travers cette trajectoire, Ibrahim Traoré venait de prouver qu'un discours pouvait devenir une politique. Le soir du premier anniversaire du discours, la place de la Révolution était pleine à craquer. Les tambours, les chants, les visages. Tout rappelait la nuit fondatrice où Ibrahim Traoré avait parlé pour un continent. Mais cette fois, il n'y avait ni caméra étrangère, ni journalistes pressés. Seulement des familles, des étudiants, des anciens combattants venus célébrer un silence, devenu victoire.
Au centre, on brandissait un vieux drapeau réparé, celui qu'un vétéran lui avait offert en disant « La liberté n'est pas un don, c'est un choix qu'on refait chaque jour ». La phrase résonnait encore, reprise par des milliers de voix. Ce n'était plus un slogan, mais une habitude nationale. Sur les murs, on lisait. On appelait cela l'effet Traoré. L'esprit ne s'excuse plus. Les enfants dansaient sans comprendre qu'ils vivaient l'eau. Déjà l'histoire qu'on racontera demain. Et dans le regard de ceux qui avaient le douté, on voyait naître une paix plus solide que toutes les aides promises. Le Burkina Faso n'était plus un symbole, mais un témoignage, celui d'un peuple qui a transformé la dignité en œuvre collective. La peur a reculé, la voix s'est levée, et le monde, cette fois, a écouté. Ce récit n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Il appartient à tous ceux qui, un jour, ont dû baisser la voix pour survivre. Aujourd'hui, la voix d'Ibrahim Traoré résonne au-delà des frontières, rappelant que la dignité n'est pas une posture, mais une pratique quotidienne. Chacun, là où il se trouve, peut prolonger ce mouvement, dans une salle de classe, sur un chantier, devant une caméra ou simplement en refusant de se taire. Le courage n'est pas spectaculaire. Il se mesure à la constance de ceux qui bâtissent, malgré le doute. Et si l'Afrique a pu se relever sans demander la permission, alors le monde entier peut apprendre d'elle à se tenir debout. Partagez ce message, discutez-en, contredisez-le même. Chaque échange est une manière de continuer le combat pacifique de la parole libre. Parce que se parler, c'est déjà se libérer. Et parce que, désormais, l'histoire ne s'écrit plus ailleurs, mais ici, dans la voix de ceux qui refusent de s'excuser d'exister.